Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment créer un système de fichiers attachés sur Laravel. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est de permettre à mes administrateurs de pouvoir associer à mes différents articles des images pour pouvoir illustrer un petit peu les articles. Donc l'idée, c'est d'intégrer cet upload d'images directement dans leur éditeur visuel. Donc j'ai ici pris trois exemples d'éditeurs, Alloy Editor qui est basé sur CK Editor, Trumbowig et TinyMCE. Et l'idée, c'est de permettre donc aux gens d'uploader des images. Ce que j'ai fait, c'est que directement, lorsque on le souhaite, l'administrateur a la possibilité de sélectionner une image et d'aller la déplacer dans l'éditeur. Donc il peut le faire de cette manière-là sur Alloy, il peut le faire aussi sur CK Editor. Donc il peut déplacer une nouvelle image ici. Et il peut le faire aussi sur Trumbowig, dans ce cas-là ça passe par ce petit bouton d'upload et il va sélectionner l'image qu'il souhaite uploader. Donc lorsque l'on fait ça, ça ne va pas directement au niveau du code source mettre, comme le font la plupart des éditeurs, l'URL de l'image en base 64. Ça va uploader cette image sur mon serveur et lui donner un nom particulier. Ce que ça fait derrière, c'est qu'au niveau de ma base de données, j'ai une table Attachments qui va contenir l'ensemble des fichiers attachés. Donc là on le voit, on a trois fichiers qui sont attachés à l'article numéro 1. Et ces fichiers sont stockés directement au niveau de mon dossier. Autre petite spécificité, lorsque je fais une sauvegarde et que je choisis par exemple de modifier un contenu, automatiquement les fichiers qui ne sont pas utilisés sont supprimés. Donc on le voit ici, les deux autres fichiers n'ont pas été sauvegardés. Si maintenant je décide de supprimer cette image-là, automatiquement elle est supprimée du dossier. Du coup, qu'est-ce que l'on va voir dans cette vidéo? On va voir comment mettre en place un système d'upload de fichiers. On va voir comment mettre en place une relation polymorphique, parce qu'on veut pouvoir gérer ces fichiers attachés, par exemple, sur des articles. Mais demain, il faut pouvoir le faire marcher sur un système de tutoriel ou n'importe quoi d'autre. On verra ensuite comment intégrer le système d'upload avec les différents éditeurs, donc Alloy Editor, Trumbowig et TinyMCE. Et tout au long de cette vidéo, on utilisera les tests unitaires afin de s'assurer que notre code fonctionne correctement. Donc ceci étant dit, je vous propose de démarrer. Donc comme d'habitude, on va partir d'absolument rien, on va créer un nouveau projet. Donc je fais un coup de composer create project, Laravel/Laravel, et on va l'appeler what you see is what you get. Vous pouvez l'appeler littéralement comme vous le souhaitez. Ensuite, je vais préparer une petite base de données pour pouvoir travailler. Donc je vais faire un coup de mysql-u root et je vais me connecter et créer une nouvelle base. Donc je fais un create database et je vais l'appeler tuto _ what you see is what you get. Voilà, et je vais copier le nom pour le garder en mémoire. Vous pouvez utiliser ici phpMyAdmin, Adminer ou n'importe quoi si vous préférez une interface visuelle pour créer vos bases de données. Une fois cette base de données créée, je vais configurer mon environnement. Donc côté Laravel, je vais éditer le fichier .env qui se situe à la racine et changer le nom de la base de données. Ça va être donc tuto WYSIWYG et le login ça sera root et le mot de passe root dans mon cas. Je vais en profiter pour faire une petite modification tant qu'on est à regarder des fichiers. Au niveau de la partie database, je vais supprimer les migrations que offre Laravel par défaut. Je ne veux pas créer le système d'utilisateur. L'idée ici, c'est vraiment de nous consacrer à la partie article. Donc on va créer deux tables, une table qui va permettre de sauvegarder les articles et une seconde table qui va permettre de sauvegarder les attachments, les fichiers attachés aux articles. Et on va voir comment fonctionne une relation polymorphique dans le cas de Laravel. Donc au niveau de mon terminal, je vais faire un coup de PHP artisan make .migration et on va créer une migration qu'on va appeler add post table. Et on va lui dire qu'il doit créer donc la table qui s'appelle post avec un S. Alors, il dit qu'il ne trouve pas forcément cette commande-là parce que je ne suis pas dans le bon dossier. Donc je refais la commande en étant dans le dossier de mon projet. Je vais maintenant éditer cette migration. Donc la migration s'appelle add post table. Et pour l'instant, il crée simplement un champ ID et les timestamps. Je vais lui dire de rajouter un premier champ qui va contenir le titre de l'article. Ça sera une chaîne de caractères. Donc ici, on mettra string et on mettra name. Ensuite, on va pouvoir créer un contenu pour cet article. Ce contenu, je vais le mettre en long text et ça sera content. Et je n'ai pas besoin d'autres champs pour le moment. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer maintenant une seconde migration pour mes fichiers attachés. Donc cette migration, on va l'appeler add _ attachments _ table. Et la table, on l'appelle attachments. Alors si vous êtes plus inspiré que moi au niveau du nom de la table, vous pouvez le changer, ça ne pose aucun problème. Donc je vais modifier cette migration là, donc c'est add attachments table, et on va réfléchir un petit peu au champ.
Donc pour cette table-là, on veut mettre en place ce que l'on appelle une relation polymorphique. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, bon, nos attachments, ils sont attachés à un article. Donc on mettrait un champ sous forme d'entier qui s'appellerait post-id. Le problème, c'est que si demain je veux associer un fichier attaché à des tutoriels, à un utilisateur ou à n'importe quoi, je vais être un petit peu embêté parce que ce champ-là ne permet de relier qu'à l'id d'un article en particulier. Donc la relation polymorphique fait intervenir deux champs. On a un premier champ type qui va permettre de dire à quel modèle sera lié l'article. Donc par exemple post, tutoriel, user ou n'importe quoi. Et on aura aussi un autre champ id qui permettra de connaître l'id de l'élément ciblé. Donc par exemple, si on veut lier à l'article numéro 3, on mettra dans le champ type post et dans le champ id 3. Si on veut cibler à l'utilisateur 2, on mettra user et 2, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc les relations polymorphiques ont deux champs, du coup, au lieu d'un pour représenter la liaison. Et ces champs prennent un nom particulier, c'est le nom de la relation polymorphique. Donc vous pouvez donner n'importe quoi. Nous, on va mettre ici attachable, par exemple, comme relation. Attachable underscore type et du coup attachable underscore id. Ce sont les deux champs qui vont permettre de faire la relation. Donc le champ type, c'est simplement une chaîne de caractères, donc on va mettre string ici. Et le champ attachable id, c'est bien un entier. Par contre, il n'y a pas besoin de signe, ça ne peut pas être négatif, donc on va mettre un unsigned. Vu que ça a fait de la liaison entre plusieurs tables, on ne mettra pas de clé étrangère particulière ou de liaison particulière. Voilà, on mettra simplement ça. Maintenant, on peut effectuer notre migration en faisant un coup de PHP artisan migrate. Et ça fonctionne correctement. D'ailleurs, je me dis, hop, on va rollback. On va faire un migrate de .rollback parce que j'ai oublié un petit champ. En effet, il faudra dans cette table-là sauvegarder aussi les informations sur l'image qui a été uploadée. Donc moi, je vais créer une chaîne de caractères name qui contiendra le nom du fichier, simplement. Voilà, maintenant que ce champ est créé, je peux réeffectuer ma migration. Donc on a créé les tables, maintenant il faut créer les modèles. Donc on va utiliser la commande artisan, on ne va pas s'embêter, on va lui dire je veux que tu crées un modèle qui va s'appeler post, qui va représenter les articles, et attachments pour les images. J'ai pris un nom relativement générique ici parce qu'on peut imaginer que demain j'ai envie d'uploader des PDF ou n'importe quel type de fichier attaché, pas forcément tout le temps des images. Du coup dans ces modèles il va nous falloir déclarer la relation. Donc la relation polymorphique se déclare de manière assez facile. Donc elle se déclare à la fois au niveau du modèle post, qui va être donc la cible, et aussi au niveau du modèle attachments. Donc je vais ouvrir ces deux fichiers et les séparer. Donc côté attachments, on va lui dire qu'on va avoir une relation polymorphique attachable. Donc là on fait une fonction publique que l'on va appeler attachable, c'est le nom que l'on a donné à nos clés, et on lui dit que c'est une relation polymorphique. Donc on fait un morph tout. Voilà, on n'a rien d'autre de plus à faire. Côté post, on va lui dire que l'on va du coup avoir plusieurs attachments. Donc on va créer une fonction publique que l'on va appeler attachments. Et dans cette fonction publique, il faudra faire référence à notre relation polymorphique. Donc ici, on mettra un return this morph many. Donc ça veut dire qu'un article pourra avoir plusieurs attachments et on lui passe le nom de ce modèle-là. Donc ici, ça sera attachments classe. Voilà. Et c'est tout ce que l'on a besoin de faire. Ce que l'on va aussi faire, c'est rajouter les champs que l'on va protéger au niveau de ces deux modèles. Et après, on fera un coup de PHP artisan tinker pour tester tout ça. Donc ici, on va lui dire qu'au niveau du modèle post, on accepte le remplissage du champ name et du champ content. Aucun autre champ ne sera remplissable. Côté attachments, on va autoriser le remplissage du champ name et du champ attachable underscore id, mais globalement un petit peu de tout. Donc là, on va plutôt inverser, on mettra un guarded, c'est-à-dire que on va bloquer aucun champ, vu qu'on ne va pas directement injecter ce qui vient d'une requête, donc on n'a pas de problème à ce niveau-là. Et je n'oublie pas de return le morph to. Alors je sais, ça fait beaucoup d'informations, donc ne vous inquiétez pas, on va tester ça en ligne de commande dans un premier temps. Donc on est parti. Je fais un coup de PHP artisan tinker. Donc je vais créer un nouvel article. Donc je vais faire $post égale app anti/post create et je vais créer un article qui aura donc comme nom démo et comme contenu démo. Assez simple. Ensuite, je vais créer un attachment à cet article-là. Donc déjà, si je veux les attachments de l'article, il me suffit de faire post attachments. Et ça va me donner la liste des fichiers attachés. Il me dit qu'il n'arrive pas à faire la relation.
Effectivement, lorsque vous faites un morph many, il faut lui passer en second paramètre le nom de la relation polymorphique. Donc nous ici c'est attachable. Et ça permettra de résoudre ce souci-là. Donc ça ne se recharge pas à chaud, donc je coupe mon PHP Artisan Tinker et je vais récupérer le premier article. Voilà, inutile de le recréer, il est sauvegardé en base de données. Si maintenant je fais post attachments, on voit bien que ça me renvoie une collection qui pour l'instant ne contient aucun attachments. Je vais maintenant créer un nouveau fichier attaché. Donc je vais faire post attachments. Donc là je ne récupère pas la collection, mais je récupère directement ce qui va me permettre de faire la requête. Et je vais lui dire de créer un nouveau fichier. Et dans ce fichier, on mettra simplement le nom demo.jpg par exemple. Maintenant, si je fais post attachments, je vais avoir un élément. Sauf que là, vu qu'il l'a récupéré ici, il l'a gardé en cache et du coup il ne nous en montre qu'un. Mais si on fait un attachment et get, on force un petit peu la collection, on voit bien que l'on retrouve nos différents attachments qui sont associés à notre article. De la même manière, si on récupère le premier fichier attaché, donc on va faire un $attachment égale app anti/attachment et on récupère le premier. Si je fais attachment et que je lui demande de récupérer l'attachable, ça va nous donner l'élément sur lequel est l'élément qui est associé à notre fichier attaché. Et dans ce cas-là, ça nous renverra l'article. Donc voilà comment fonctionne une relation polymorphique. L'avantage, c'est que si demain je décide de rajouter un élément qui a cette relation polymorphique, je n'aurai pas besoin de créer plusieurs tables. J'ai une seule table qui permet de sauvegarder tous les fichiers attachés aux différents types de contenus de mon site web. Du coup, maintenant, on va pouvoir attaquer et rentrer dans le vif du sujet et créer notre petit contrôleur qui va permettre d'uploader l'image. L'idée, c'est que lorsque l'utilisateur drag and drop un fichier, automatiquement, ça upload en Ajax l'image. Du coup, il nous faut un contrôleur pour répondre à ça. Et pour tester les choses et avancer sans forcément devoir faire des tonnes et des tonnes d'essais, on va mettre en place des tests unitaires. Ne vous inquiétez pas, c'est pas bien compliqué. La première chose que l'on va faire, c'est aller dans notre fichier de PHP Unit et lui faire un petit peu de configuration. On va lui dire notamment qu'il doit utiliser une base de données en mémoire pendant les tests, ce qui nous permettra d'avoir des tests qui vont être exécutés plus rapidement et de pas forcément avoir à se compliquer la vie à préparer la base de données. Donc à cet endroit-là, je crée deux nouvelles clés. Je vais lui dire qu'il doit définir la base de données à utiliser et on va lui dire ça sera SQLite. Et on va lui dire aussi d'utiliser, alors hop, ici c'est la connexion à utiliser, c'est SQLite. Et la base de données à utiliser, ça ne sera pas un fichier, mais ça sera une base de données en mémoire. Donc on met 2.memory, 2 points. Par défaut, dans le dossier test, on a deux tests. On a les tests unitaires qui permettent de tester une classe particulière et on a les tests features qui permettent de tester un comportement global. Nous, ce que l'on va écrire ici, ça sera plutôt un feature test qu'un unit test. On ne va pas chercher à tester une classe en particulier, mais on va plutôt chercher à tester que notre application fonctionne correctement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ces deux tests. Hop, et on va créer notre nouveau test. Et on va l'appeler attachment test.php. À l'intérieur, on se situe donc dans le namespace test avec un S, suivi de feature, parce qu'on est sur un feature test. On crée notre classe qui va s'appeler attachment test et qui va extend d'un test case. Donc c'est cette classe qui se situe ici et qui se charge de démarrer l'application. On n'a pas forcément à se compliquer la vie à comprendre comment ça fonctionne. Dans le setup, au démarrage de ce test-là, je vais lui dire de préparer la base de données. Donc je fais un setup. J'exécute le setup par an, histoire de, si jamais il y a des choses qui doivent être faites par la classe dont on étend, ça le fera. Et ensuite, on lui dit, je veux que tu colles la méthode migrate. Comme ça, tu vas migrer la base de données. Alors attention, ici, artisan, c'est la façade que l'on va importer. Donc je vais lui dire, il faut que tu importes la façade. Et on va écrire notre premier test. Donc chaque test doit être écrit en commençant par test, suivi de ce que l'on cherche à tester. Donc là, on va par exemple tester que lorsqu'on appelle l'action qui correspond, ça nous renvoie une erreur de type 422 parce qu'on n'envoie pas les bonnes informations. Donc on va l'appeler test incorrect data. Donc je vais lui dire, je veux que tu appelles en post une URL particulière. Donc là, ce sera par exemple /attachments. Et je t'envoie différents paramètres. Je t'envoie par exemple attachable underscore type et je t'envoie n'importe quoi. Je t'envoie un attachable underscore ID et la valeur c'est 3.
et je t'envoie un fichier. Donc on va dire le fichier, on va l'appeler image, et je t'envoie n'importe quoi. Et ça me donne un objet de type response. Après, sur cet objet, je peux faire différents tests. Par exemple, je peux lui dire, je m'attends à ce que le type de statut, ça soit un statut 422. C'est-à-dire, l'URL que tu as tapé ici, n'a absolument aucun sens. Moi, je ne sais pas comment la gérer. Maintenant que l'on a écrit le test, on peut le lancer. Donc pour cela, il suffit d'utiliser PHP Unit. Donc on se rend dans le dossier vendor, on prend le fichier bin et on exécute PHP Unit. Et on tombe sur une petite erreur. On s'attendait à avoir une erreur de type 422 et on tombe sur une erreur de type 404, ce qui est normal parce que la route ici n'existe pas. D'ailleurs, pour avoir quelque chose de plus dynamique, on va plutôt utiliser les routes. Donc on va lui dire, je veux que tu appelles la route qui s'appellera attachments.store pour créer un nouvel attachment. Et toujours, ça va échouer parce que cette route n'existe pas. Donc maintenant, je vais pouvoir la créer. On est parti. Du coup, dans la partie route, je vais éditer le fichier web.php et on va créer une nouvelle route. Donc je vais lui dire, lorsque tu appelles en post l'URL qui va s'appeler /attachments, je m'attends à ce que tu appelles le attachments controller et l'action, ça sera l'action store. Et je donne un nom à cette route-là, donc ça sera attachments.store. Voilà, histoire qu'on n'ait plus le problème que l'on avait au niveau de nos tests. Maintenant, il faut que je crée ce contrôleur-là. Donc je vais le faire directement ici. Dans le dossier app, je vais aller créer un nouveau contrôleur. Et je vais l'appeler attachment_controller.php. Je me situe dans le namespace app/http/controllers. Et la classe, ça sera attachment_controller qui va donc extend du contrôleur qui se situe au même niveau. Et à l'intérieur, je crée ma fonction store, qui pour l'instant se contentera de faire un return d'absolument rien. Je relance un coup de PHP Unit, et cette fois-ci je tombe sur un statut 200. Il me dit, bon ben moi j'ai bien récupéré le contenu, donc effectivement il y a un statut 200. Du coup ici, il faut que je rajoute des règles de validation pour lui dire qu'est-ce que j'attends au niveau des paramètres à cet endroit-là. Et on va utiliser pour cela le système de request. Donc au niveau de mon terminal, je fais un coup de PHP artisan make2.request et on va l'appeler attachment request. Je vais ensuite éditer ce attachment request et on va rajouter nos règles de validation qui vont être relativement simples. On s'attend à avoir un champ attachable_id. Et ce champ-là, on s'attend à ce qu'il soit nécessaire et en plus que ça soit un entier. Ensuite, je m'attends à ce que le champ image soit un fichier image. Je ne veux pas juste un texte. Donc on va mettre required et on veut aussi que ça soit une image. Et enfin, le attachable_type, on s'attend à ce que ça soit required et que ça soit une chaîne de caractères. Et que ça soit par exemple, et on verra comment valider le type un petit peu plus tard. Donc pour l'instant, on mettra simplement required. Et tout au-dessus, je vais mettre le authorize à true. On n'a pas de condition sur la session utilisateur. Maintenant, au niveau de mon contrôleur, je peux lui dire d'injecter cette request. Je lui dis injecte ce attachment request. Et on va sauvegarder ça dans une variable request, on en aura besoin un petit peu plus tard. Si maintenant je refais un coup de PHP Unit, je vois que je suis presque bon, je n'ai effectivement plus un statut 200, mais j'ai un statut 302, c'est-à-dire que j'ai une redirection qui va se faire. Donc ici, il faut que je lui dise, je ne veux pas que le attachment request fasse une redirection. Et pour cela, il suffit de lui demander que la fonction expect_json renvoie true, histoire de lui dire, bon ben là je suis dans le cas d'une API JSON, donc du coup il faut que tu renvoies une erreur 422 et que tu renverras un JSON qui expliquera les erreurs qui ont lieu. Donc là je fais un public function expects_json et je lui dis simplement tu return true. Si maintenant je refais un coup de PHP Unit, ça fonctionne correctement. Si vous voulez voir à quoi ressemble la requête, vous pouvez faire ici. Donc là on va mettre un bon gros DD et on fait un response getContent. Si je réactualise mon PHP Unit, voilà le type de contenu que j'ai. Donc après vous pouvez mettre des règles de validation particulières. Vous pouvez lui dire par exemple, si vous regardez dans response, vous avez assert JSON et vous pouvez lui dire je m'attends à avoir par exemple une erreur sur attachable_type. Et d'ailleurs, c'est plutôt JSON structure. Voilà. Donc on s'attend à ce que dans la structure du JSON, on ait attachable type.
Et dans ce cas-là, si je relance un coup de PHP unit, ça échoue parce qu'effectivement, j'ai une erreur sur image, mais je n'ai pas une erreur sur attachable type ou attachable ID. Donc le souci, c'est que sur ces deux champs-là, on veut faire une vérification un petit peu plus poussée. Donc dans ce cas-là, on rentre dans le cadre d'une validation spécifique. Vu que cette validation est spécifique à mon attachment, je sais que je ne vais pas en avoir besoin ailleurs. Je ne vais pas en avoir besoin... Donc créer un validateur personnalisé, ça me semble un petit peu lourd à ce niveau-là. Donc je sais que ça va un petit peu à l'encontre des règles, mais pour le coup, c'est plutôt simple. On va simplement mettre la partie validation au niveau du contrôleur. Donc au début du contrôleur, on va vérifier est-ce que attachable type et ID sont bons. Du coup ici, il faut vérifier si attachable underscore type est bon. Et ensuite, on doit vérifier si la cible existe. Et du coup, au niveau de nos tests, on peut écrire ça. Donc là, on est dans le premier cas où on dit que attachable n'existe pas. Donc effectivement, on a une classe qui n'existe pas. Et après, ce que l'on va faire, c'est qu'on va plutôt essayer d'appeler donc la même URL. Cette fois-ci, on lui enverra un nom de classe qui existe. Par contre, on lui enverra un attachable ID qui n'existe pas. Et il doit nous renvoyer une erreur sur attachable ID. Ici, on voit d'ailleurs qu'on se répète un petit peu sur toute cette partie-là. Donc on peut créer une petite fonction pour nous simplifier la vie. Donc on va créer une fonction private function qu'on va appeler call_controller et qui prendra en paramètre un tableau de données à envoyer à notre contrôleur. Et par défaut, on dira que ce tableau sera vide. On prendra les paramètres qui sont ici par défaut. Et à l'intérieur de cette fonction-là, on fera notre petit post. Et on retournera directement la réponse, ce qui nous permettra ensuite de ne pas avoir à nous embêter avec ça. Ici, on fera simplement un response égale this call_controller. Et au niveau de ce contrôleur-là, on lui précise juste les options que l'on veut changer. On veut changer le attachable underscore type et on mettra un attachable type tout bidon. Dans le second cas, on veut aussi appeler le contrôleur, mais dans ce cas-là, on ne modifie pas le attachable type, mais le attachable ID pour mettre un truc tout bidon aussi. Donc là, ça sera par exemple 3. Et là, on fera incorrect data attachable ID. Et là, ça sera la même chose, mais avec l'attachable type qui n'est pas bon. Et au niveau de cette méthode-là, on va prendre les options par défaut, qui seront celles-ci. Donc on va l'appeler option ou default. Et on fera à l'intérieur un array merge. Donc on fusionnera les paramètres par défaut avec les paramètres qui seraient passés au niveau de la fonction. Voilà, ça nous permet d'avoir un code de test plus léger et plus simple. Je relance un coup de PHP unit et je tombe toujours sur une petite erreur. Du coup, au niveau de mon contrôleur, on doit d'abord vérifier si la table existe. Donc premièrement, on vérifie est-ce que la classe existe. Classe underscore existe et on lui passe en paramètre le nom de la table. Alors là, je vais sauvegarder ces paramètres. On va l'appeler type égale request et je récupère ce qu'il y a en request. Le champ, c'était attachable underscore type. Et je vais récupérer la clé étrangère, on va l'appeler ID, ça sera request get attachable underscore ID. Voilà. Maintenant, je lui dis est-ce que cette classe existe et je lui demande est-ce que cette classe-là a une méthode à l'intérieur qui est attachments. Donc je lui passe en premier paramètre le nom de la classe et le nom de la méthode. S'il y a une méthode attachments, ça veut dire que notre système est bien lié au fichier attaché et peut en recevoir. Voilà, c'est une petite astuce, et comme ça on a notre validation. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, il faudra renvoyer une erreur. Et dans ce cas-là, on fera un return new JSON response, et on lui passe en premier paramètre les données. Donc nous, on lui dira, il y a un problème sur attachable type, et on lui dit, ce contenu ne peut pas recevoir de fichiers attachés. Et surtout, on n'oublie pas de renvoyer une 422. C'est toujours le type d'erreur que l'on a. Du coup, ici, on se situe dans le cas où notre classe existe et la méthode attachment, ça existe. Du coup, ici, il faut que je fasse un type, donc le nom de ma classe, par exemple, ça serait /post, et ensuite, je fais un find et je lui passe en paramètre l'id. Et mon but, c'est de vérifier si c'est nul ou pas. Là, je suis un petit peu embêté. Comment je fais ça? Je peux utiliser le call user function. C'est une petite astuce. Je fais un call user function
Et je lui dis en paramètre, tu vas prendre la classe, donc c'est type, et ensuite tu vas rajouter deux points find. Donc comme ça, tu crées l'appel à la fonction. Et je te passe en paramètre l'id. Et ça va me donner donc le sujet, la cible entre guillemets de notre relation. Si cette cible existe, dans ce cas-là, on pourra faire un traitement particulier. Dans le cas contraire, on retournera une réponse. Et on lui dira, cette fois-ci, ce n'est pas le attachable type qui pose problème, mais le attachable ID. Et on mettra ce contenu ne peut pas recevoir de fichier attaché de la même manière. On ne va pas trop s'embêter au niveau des messages d'erreur. Dans ce cas-là, je return pour le moment subject. On va aller étape par étape. Si je relance mes tests, ça continue à échouer. Il me dit toujours, je m'attendais à avoir attachable ID et je ne l'ai pas. Effectivement, ce qui se passe, c'est que dans nos tests que l'on a écrits, et dans notre request, on demande que l'image soit valide. Donc on n'arrive même pas dans ce code-là, parce que l'image n'est pas valide et du coup il ne va pas plus loin. Donc lorsque l'on crée notre requête ici, il faut essayer de la créer avec les bonnes informations. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui envoyer une image correcte. Alors pour lui envoyer une image correcte, je vais aller dans mon dossier test et on va créer un nouveau dossier que l'on va appeler fixtures. C'est un dossier qui va contenir nos données de test. Et à l'intérieur de ce dossier fixtures, je vais simplement mettre une petite image. Donc je vais prendre une image vraiment arbitraire, hein. Je vais prendre celle-là, allez hop, et on va la mettre dans fixtures. Et on va l'appeler demo.jpg. Maintenant au niveau de mon test, je vais ici créer une nouvelle variable que j'ai appelée file qui va contenir le fichier. Alors le fichier c'est pas simplement une URL, mais il faut lui passer une instance de uploaded file. Alors cette instance prend pas mal de paramètres. Un premier paramètre c'est le nom du fichier. Nous ici ça sera le dossier parent au dossier en cours. Donc là, ça nous permet d'aller dans le dossier test. Et ensuite, on prend le fichier qui se situe dans fixtures et qui va s'appeler demo.jpg. Bon, c'est un petit peu foireux, mais c'est tout. En second paramètre, donc là, il faut remonter un petit peu de classe en classe. C'est un truc qui vient de Symfony. Hop, si on regarde le constructeur, donc en second paramètre, c'est le nom du fichier original. Donc nous, le nom du fichier original, ça va être ici demo.jpg. En troisième paramètre, c'est la taille du fichier. Donc là, je vais utiliser la fonction file size. Donc je vais sauvegarder le chemin temporairement. Hop, voilà. Et ici, j'aurai plus qu'à utiliser donc le chemin. Ça sera $path. Et ensuite, je te renvoie le file size du chemin. Ce qui est beaucoup plus simple du coup. En quatrième paramètre, c'est est-ce qu'on a des erreurs? Nous, on n'a pas d'erreurs. Et un dernier paramètre, c'est un booléen qui permet de savoir si c'est un fichier de test ou non. Nous, effectivement, c'est un fichier de test. Donc, ça veut dire que lorsqu'il va le déplacer, il n'utilisera pas la méthode moveUploadedFile, mais il fera simplement une copie du fichier. Donc, je lui ai dit, je n'ai pas d'erreur, et en revanche, c'est un fichier de test. Voilà. Donc, au total, vous devez avoir 5 paramètres. Ouais, effectivement, ici, j'ai oublié le JPEG. Impeccable. Voilà, maintenant, j'envoie ce fichier ici. Donc ça permettra de passer la validation. De la même façon, il faut que maintenant, au niveau du attachable type, je lui passe quelque chose qui existe vraiment. Et au niveau du attachable ID, je vais lui passer un article en particulier. Donc l'idée, c'est que dans ce call controller, je lui crée une requête qui soit bonne par défaut. Donc ici, on va imaginer créer un nouvel article. Donc on fera un $post égale post, create. Et on va créer un article qui aura comme nom démo et comme contenu démo. Pas besoin de faire une factory ici, c'est juste pour l'exemple. On se fiche complètement de l'article. Maintenant, cette requête va être valide quoi qu'il arrive. Et après, si j'ai envie de changer les informations, je change les informations au niveau du call controller. Lorsque je réessaie de faire un coup de PHP Unit, mes deux tests passent correctement. Donc je vais essayer de lui envoyer des informations correctes. Donc on va faire test correct data. Il me suffit simplement d'appeler le contrôleur de base. Et je lui dis, dans la structure que tu vas recevoir, je m'attends par exemple à avoir l'ID de l'attachment que tu as créé. Je m'attends aussi à avoir l'URL du fichier. Et de la même manière, je m'attends à avoir une réponse de type 200 et non pas une réponse de type 422. Maintenant, au niveau de mon attachments controller, je peux gérer ce cas-là. C'est ici, je vais pouvoir créer le fichier attaché. Donc je vais faire subject. Je vais lui demander de prendre la relation attachments. Je sais qu'elle existe parce que j'ai fait la méthode existe juste avant. Et je vais créer un nouveau attachment. Et je lui passe en paramètre le nom du fichier. Pour l'instant, on fait quelque chose de relativement simple. Donc dans le name, je te passe le nom du fichier attaché.
Donc là, il va falloir récupérer l'image. Donc on va faire un $file égale request file et on lui dit c'était image, il me semble, oui. Et dans ce cas-là, hop, à cet endroit-là, je récupère mon fichier et ça sera un objet de type uploaded file et je peux lui demander d'avoir le original name, qui est le nom du fichier original. Alors vous allez me dire, ouais, mais t'es un peu bourrin, là tu fais juste une sauvegarde, tu t'en fous d'uploader le fichier. On fait les choses progressivement. Et là, je return cet objet-là. Donc je return cet objet-là qui sera automatiquement converti en JSON. Maintenant, je relance un coup de PHP Unit. Et on me dit qu'il y a un problème parce que la méthode URL, il ne la connaît pas, mais on a bien la méthode ID. Donc pour remédier à ce problème-là, et ça découle en fait de ce système d'URL, on a aussi besoin de récupérer le fichier, de vérifier que le fichier est bien uploadé. Donc on va réfléchir un petit peu au système. Comment on va uploader nos fichiers? Mon idée, c'est d'avoir dans le dossier public un dossier que je vais appeler uploads, et à l'intérieur de ce dossier uploads, on va avoir les différentes images qui vont être directement mises dedans. On pourra plus tard avoir quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Par exemple, dans la vidéo que je vous ai montrée au tout début de la formation, j'utilise moi un système de date. C'est-à-dire, je fais un dossier uploads, à l'intérieur j'ai l'année et ensuite j'ai le mois. Ça me permet de bien organiser, mais suivant la fréquence d'upload des fichiers, vous pouvez adapter. Donc pour l'instant, on va faire un cas simple. On va simplement uploader dans le dossier uploads. Donc globalement, je m'attends à ce que le fichier existe. On a une méthode au niveau des test cases qui s'appelle asserts file existe. On lui passe en paramètre le chemin du fichier et ça va vérifier s'il existe. Donc moi j'imagine, alors on va pas le mettre dans le dossier public ici vraiment, on va le mettre dans un dossier de test évidemment, ça évite de polluer les choses. Donc on s'imagine que dans le dossier fixtures, je vais créer un dossier uploads. Donc je pars du dossier parent, donc ça sera ce dossier là, et ensuite hop, je peux reprendre un petit peu la structure. Donc on s'imagine ici avoir un dossier fixtures, ensuite un dossier uploads, et ensuite le nom du fichier. Alors le nom du fichier, je suis un petit peu embêté, je peux le récupérer depuis la réponse, en faisant un response JSON. Ça me renvoie l'objet de réponse. Donc on va l'appeler attachment, et sur ce fichier-là, je peux récupérer le nom. Donc ici, je ferai attachment name. Donc techniquement, ça doit uploader le fichier dans ce dossier-là. C'est tout ce que j'ai à regarder. Si je relance les tests, forcément, il va me dire encore moins que tout à l'heure, ça ne marche pas parce que ce fichier n'existe pas. Et on voit bien qu'il va le chercher dans le bon dossier. Donc par défaut, sur la méthode uploadedFile, qui est un objet de Laravel, qui rajoute par-dessus l'objet de Symfony, quelques méthodes sympas. Et on a les méthodes store, store publicly, store publicly as, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ces méthodes permettent de sauvegarder le fichier dans un dossier particulier. Ce dossier est configuré dans la configuration de Laravel, dans le dossier filesystem.php. Dans ce dossier-là, dans ce fichier-là, on a les différentes configurations. Donc on en a 3 par défaut. S3 pour par exemple uploader sur un serveur Amazon S3, public qui doit correspondre à un dossier public, et local. Alors par défaut, c'est un petit peu particulier, mais le dossier public, ici, on voit qu'il ne va pas directement dans le dossier public, mais il commence par storage path. Donc à la racine de Laravel, on a un dossier storage qui est accessible normalement en écriture, et à l'intérieur on a app, puis public. L'idée après, c'est de faire un lien symbolique entre ce dossier public et le mettre ici dans un dossier qu'on en appellerait par exemple storage. C'est ce qui vous montre ici. Par défaut, l'URL, ça serait /storage. Et pour faire ce lien symbolique, on peut le faire de manière automatique. Si vous faites un coup de PHP artisan, et on va lui dire je veux que tu cherches la commande link, on a cette commande, storage.link. Donc on peut faire un PHP artisan storage.link. Si on fait ça, il fait un lien symbolique qui va mettre dans storage, qui pointe vers ce dossier public ici. Donc c'est une méthode qui fonctionne bien, mais ça implique d'avoir la main sur le serveur, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc moi ce que je préfère faire, c'est directement lui dire, bon pour le dossier public ici, tu vas pas le mettre dans storage path, mais tu vas partir du dossier racine. D'ailleurs on va lui dire directement, c'est public _ path. Voilà. Et l'URL directement, c'est app URL, c'est tout. Pour que le app URL fonctionne, il faut modifier le point .end. Nous, vu qu'on va lancer le serveur de développement, on va lui dire par défaut c'est 8000. Le souci, c'est que dans nos tests, on n'a pas envie d'envoyer vers public path, on a envie d'envoyer vers ce dossier fixtures, hop là, et ensuite dans le dossier uploads. Donc on va lui dire que si on est sur l'environnement de test, il doit aller dans ce dossier fixtures.
Donc je peux mettre une petite condition ici, lui dire si l'environnement, donc c'est app_env, ben c'est testing. Dans ce cas-là, je veux que tu ailles vers le chemin racine, ensuite tu vas dans test, et ensuite tu vas dans fixtures. Voilà. Sinon, je veux que tu ailles dans le public path. Comme ça, on a adapté la configuration. Maintenant, je peux écrire enfin le code qui va permettre d'uploader le fichier. Alors la partie upload, je me dis ça serait plus sympa de le mettre dans le modèle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouvel attachment, mais je vais juste créer l'entité. Donc on va faire attachment. On prend donc la relation polymorphique attachments et on lui dit je veux l'objet associé et je veux créer une nouvelle instance, new instance. Ensuite, maintenant que j'ai cette instance, elle aura les différents champs qui vont être associés. Je vais dire je veux que tu uploades le fichier et le fichier c'est ce que tu es passé en paramètre. Et après, je peux sauvegarder l'enregistrement et lorsque j'ai fini de sauvegarder l'enregistrement, je le retourne. Ça me permet d'avoir une logique un petit peu plus simple. Maintenant, il me suffit juste d'implémenter cette méthode-là au niveau de mon modèle attachment. Donc au niveau d'attachment, je vais créer une nouvelle fonction public function, upload file, qui prendra en paramètre un nouvel objet de type uploadedFile. L'avantage, c'est qu'on a sur cet objet-là une méthode très simple à utiliser, qui est la méthode storePublicly. Donc ici, je lui dis, je prends le fichier et je veux que tu le stores publiquement, et je te donne simplement le chemin. Donc le dossier, ça sera uploads. Alors par contre, attention, je ne veux pas sauvegarder sur le dossier par défaut. Si on regarde File System, par défaut, ça utilisera le dossier local, qui est ce dossier-là. Moi, je vais utiliser le dossier public. Donc on peut passer en second paramètre de la méthode storePublicly le disque que l'on souhaite utiliser. Donc on va utiliser le disque public. Voilà, donc ça utilisera la configuration publique. La méthode storePublicly, on pourrait être tenté de se dire oui mais publicly ça veut dire que ça va stocker dans public. Pas vraiment. StorePublicly ça veut juste dire que les permissions de lecture vont être données au fichier. Ce qui permettra de rendre le fichier accessible en lecture. Et du coup consultable aussi par le navigateur. Maintenant, je vais persister au niveau de mon entité le nom. Automatiquement, vous le voyez ici, je n'ai pas précisé le nom. Lorsque vous faites un storePublicly, et non pas un storePublicly as, il va assigner un nom, il va générer un nom automatiquement pour notre fichier. Donc ici, on récupère le nom en faisant base name du file. Ça, file contiendra le résultat de cette méthode-là, qui est le nom du fichier. Et ensuite, je return this au cas où j'ai envie de réappeler des méthodes par-dessus. Et c'est tout ce que j'ai à faire pour le moment. Et du coup maintenant, mon fichier devrait s'uploader convenablement. Donc je refais un coup de PHP unit. Et je tombe sur une grosse erreur. Effectivement, il me dit que attachable type, ce n'est pas censé être nul. Donc si je reviens dans mon attachment test, hop, que je descends, là j'appelle le contrôleur, je lui demande d'envoyer le fichier. Ça devrait fonctionner. Donc il y a bien un problème lorsque j'essaie de sauvegarder cet enregistrement. Donc ici on va faire un dd de attachment pour voir un petit peu de quoi il en retourne. Et je relance un coup de PHP unit. Et j'ai un petit souci, c'est que les attributs sont vides. Ça veut dire que la partie ici, new instance, ne fonctionne pas correctement. Alors je vais essayer juste de l'appeler directement comme ça. À mon avis, ça ne marchera pas. Hein. Voilà. Donc le souci, c'est que la relation n'est pas hydratée correctement. Donc de manière générale, je vois que j'ai créé un peu trop de lignes ici. Donc on va créer simplement un nouvel attachment à la volée. Donc, on va faire new attachment. Et on va lui passer manuellement, hop, donc c'est ça, les différentes informations. Donc les différentes informations, pour les récupérer depuis la requête. On fera un request et on lui dit je veux simplement le attachable underscore type et le attachable underscore ID. Ou je pourrais lui passer ces deux clés-là. Bon, là je préfère cette méthode-là, elle est plus courte. Je change juste cette manière de faire les choses. Je relance un coup de PHP unit, je vois que je n'ai plus toutes les erreurs, je n'ai plus l'erreur concernant le fichier, donc le fichier existe bien, et effectivement il me manque URL que je vais devoir créer. En revanche, il y a peut-être un petit souci, c'est que vu que nos fixtures maintenant font appel à des fichiers, on voit que le dossier upload s'est bien créé, mais les fichiers vont rester là et ça va s'accumuler au fur et à mesure de nos tests. Donc lorsque l'on fait les tests, on veut quand même avoir un environnement de départ et d'arrivée qui est clean. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'entre chaque test, on va lui demander de supprimer ce dossier-là. Donc au niveau de notre système de test,
dans la partie Setup, on va lui demander de nettoyer ce dossier-là. Et on le fera aussi dans la partie teardown, c'est-à-dire à la fin de notre test. Donc là, c'est une méthode teardown et on appelle la méthode parente. Parente, teardown. Et on va créer une nouvelle fonction clean directories. Si jamais on a plus de logique à mettre, on la mettra à cet endroit-là. Et on fera cette méthode-là entre chaque test. Maintenant, qu'est-ce que fait cette méthode? Elle prend le storage, donc c'est une méthode, c'est une façade de Laravel qui nous permet d'accéder à un dossier particulier. Et on lui dit, je veux me connecter au disque qui va être le disque public. Alors d'ailleurs, si vous voulez regarder, le storage, ça fait appel à File System Manager. À l'intérieur, on a cette méthode disque qui nous renvoie donc une instance de file system. Et dans ce file system, on a tout un tas de méthodes bien pratiques. Donc par exemple, on a delete directory qui permet de supprimer un dossier. Donc nous, on va directement faire ça. On va lui dire, je veux que tu supprimes le dossier uploads. Voilà. Si maintenant je relance un coup de PHP unit, mon test va toujours échouer par rapport à la clé URL. Par contre, je me retrouve avec un dossier fixtures qui est propre. Et ça, c'est plutôt sympa. Alors, revenons-en à nos moutons. J'aimerais bien ici que ça nous renvoie l'URL du fichier. Et on pourrait même lui dire, tiens, je m'attends à ce que l'URL, donc ça va être assert contain, donc ça sera attachment URL, ça soit /uploads, c'est tout pour le moment. Hop. Je pourrais par exemple plus tard me dire, je m'attends à avoir un dossier qui contient l'année par exemple. Voilà. L'idée c'est de tester un petit peu mieux et un petit peu plus en profondeur les choses. Du coup, il faut créer cet attribut. Donc cet attribut, ça va pas être quelque chose qui est sauvegardé en base de données, mais ça va être quelque chose qui va être généré dynamiquement. C'est un attribut virtuel. Du coup, je vais créer une méthode publique qui va s'appeler getURLAttribute. Et cette méthode aura pour but de retourner l'URL. Donc on peut utiliser là aussi le système de storage. Donc on fait un return de storage, disque. On part du dossier public. Si on regarde le fichier file system de configuration, dans ce fichier-là, on a une URL. C'est cette URL qui sert de base en fait. Et on lui dit, tu pars de ce dossier-là, et j'aimerais bien récupérer l'URL du fichier qui va se situer dans le dossier uploads, suivi du nom du fichier, this name. Voilà. Si je réactualise le test, ça continue d'échouer parce que par défaut, il ne va pas renvoyer ce résultat. On peut lui demander de rajouter ce champ-là pour la liste des champs du modèle en faisant un public appends et on lui dit rajoute l'attribut URL. Si maintenant je réactualise avec PHP unit, je vois que j'ai des tests un petit peu différents, j'ai des erreurs un petit peu différentes. Effectivement, il ne trouve pas la méthode storage. Donc là, je vais importer la façade. Et si je refais le test, cette fois-ci, ça fonctionne correctement. Et l'URL qui nous est renvoyée, c'est cette URL-là, alors que je m'attends à avoir juste /uploads. Le assert contain fonctionne différemment. Il faut d'abord lui donner ce que l'on cherche et ensuite dans quoi on le cherche. Donc on s'attend à avoir uploads dans ce truc-là. Et si je relance mon test, cette fois-ci, tout passe au vert. Impeccable. Donc là, on a créé le système d'upload et on voit que ça fonctionne correctement. Du coup, maintenant, on a la base pour pouvoir attaquer notre partie JavaScript et l'upload de fichiers. On a la structure de base. Ceci étant dit, il y a quand même d'autres tests que l'on va devoir écrire. On ne va pas les écrire tout de suite, mais on va commencer déjà à y réfléchir. Donc on va créer un premier test. Il faut vérifier que lorsqu'on supprime un attachment, il supprime le fichier. Donc on va faire un test delete attachment, delete file. Donc ce test, on n'a pas l'intention de l'écrire, mais par contre, on peut préciser que il n'est pas complet en utilisant la méthode mark test incomplete. Si je relance un coup de PHP unit, je vois que ça marche, mais par contre, il y a des tests qui n'ont pas été encore faits. Du coup, on va créer comme ça plusieurs autres tests. De la même manière, lorsqu'on delete un article, test delete post, delete all attachments. C'est-à-dire que lorsque l'on supprime un article, il doit supprimer tous les fichiers attachés et les fichiers du coup qui sont associés. De la même manière, lorsque l'on change le contenu d'un article, on doit s'assurer que les fichiers attachés sont supprimés. Attachments are deleted. Voilà, donc ça nous fera 3 nouveaux tests que l'on rajoutera plus tard ou que vous pouvez même essayer de créer vous-même.
Et on pourra même en créer des plus affinés pour chacun de ces cas-là. Maintenant, on va passer au cœur du sujet, la partie interface et comment permettre à l'administrateur de gérer ça. Donc on va avoir besoin de créer au moins un contrôleur pour pouvoir gérer les articles. Donc je vais aller dans le dossier HTTP, controllers, et on va créer un nouveau post controller. .php. À l'intérieur, je vais me situer donc dans le namespace app http controller. Je crée ma classe qui va s'appeler postController, qui va extend du contrôleur de base. Voilà. Je vais créer une simple méthode ici, public function edit, qui prendra donc en paramètre l'article. Donc ça sera injecté automatiquement. Et je retourne simplement la vue. Donc je fais un return, view. Donc la vue, ça va être post.edit. Et je te passe en paramètre l'article. Ensuite, on va avoir une méthode update. Donc cette méthode prendra elle aussi l'article en paramètre et ça prendra aussi la requête. Ici, on ne fera pas de validation. L'idée, c'est juste de vous montrer la partie modification. On prendra les données qui ont été postées et on les utilisera pour updater l'enregistrement. Une fois cet enregistrement mis à jour, on va rediriger l'utilisateur vers la route précédente, qui sera du coup l'édition d'un article. Pour l'instant, on fait juste ces deux-là. Et on lui passe l'ID, qui sera l'ID de l'article. Et au passage, je me dis que je pourrais renvoyer un message de succès. Allez, on va faire with success. Et le message de succès, ça sera article modifié. Ce qui veut dire qu'au niveau de notre vue, on doit réafficher les informations. Donc au niveau de notre post edit, que l'on n'a pas créé pour le moment. Donc on est parti. Je vais dans le dossier ressources et dans les vues, je vais créer une nouvelle vue post/edit.blade.php. Cette vue va étendre d'une vue qu'on va appeler application, peu importe, et on va avoir une section que l'on va appeler content. Et à l'intérieur de cette section-là, on va mettre notre contenu. Donc on va d'abord mettre une petite partie qui permettra d'afficher les messages d'alerte. Donc on lui dira si dans la session j'ai success, dans ce cas-là, je veux que tu m'affiches un diff, une diff qui va avoir la classe alerte, puis alerte-success, et on mettra à l'intérieur le contenu du message. Ça sera session, et on lui passera success. Ensuite, je vais afficher un petit H2, éditer l'article. Et je lui passe en paramètre le nom de l'article. Ça sera post name. Et si je descends, après on aura notre formulaire. Donc l'action, ça sera la route qui permettra d'éditer l'article. Donc ça sera post.update. Et je te passe en paramètre l'ID de l'article. Ça sera post ID. Et pour la méthode, ça sera un formulaire qui sera en méthode post. Je crée mon premier champ, donc ça sera un form group, vous commencez à avoir l'habitude, un input qui va avoir la classe form-control, et au niveau du type, ça sera un champ de type texte, et le nom, ça sera le champ qui permettra de modifier le name, le titre de l'article. Et en valeur, je lui passe le nom de l'article. Et c'est tout ce que j'ai besoin de faire. Je vais avoir un autre form group qui sera donc un text area, qui aura la classe form-control. Ce text area aura comme nom content, parce que ça permettra de modifier le contenu. Il aura un ID particulier, on va l'appeler editor pour l'instant, parce que cet ID nous permettra de le sélectionner en JavaScript. Et ensuite, à l'intérieur, on va mettre le contenu de l'article, post content. Enfin, on aura un bouton qui permettra de soumettre le formulaire. Donc on lui mettra la classe btn et btn-primary. Et ce bouton, on va lui dire, et sur ce bouton, on mettra le message envoyé. Pour que tout ça fonctionne, il faut que je modifie ma route web, donc c'est web.php. Et dans ces routes-là, je vais lui dire, je veux avoir une nouvelle série de routes pour la ressource /post. Et ça pointera vers le post controller. Si j'essaie de réactualiser ma page, donc il faut que je me rende sur /post, je devrais voir mes différents articles. Mais pour que ça fonctionne, il faut démarrer le serveur. Donc on fait un coup de PHP artisan serve et le serveur va démarrer. Je réactualise ma page.
Donc cette action n'existe pas pour le moment, mais si j'essaie d'éditer l'article numéro 1, article que j'ai créé tout à l'heure en faisant un coup de PHP Artisan Tinker, ben, je devrais voir ma page. Alors il y a un petit souci sur le fichier Blade. Alors hop, ça va être un petit peu chiant à débugger. Donc sur le blade.php, ici, hop, j'ai écrit n'importe quoi. Donc je réactualise et je n'ai plus de problème si ce n'est que le fichier application.blade.php n'existe pas. Donc dans les vues, à la racine, je vais créer mon layout par défaut. Donc, mon layout, c'est encore une fois du Twitter Bootstrap, c'est pas bien compliqué. Donc, je vous le copie-colle directement. Basiquement, j'importe jQuery. Ici, j'ai le contenu qui va se situer dans une div qui va avoir la classe container fluid. Et en haut, j'ai le titre. D'ailleurs, c'était blog MVC, mais là, on va l'appeler What you see is what you get. Et j'ai mis un yield dans le head et un yield pour le JS. Si jamais je souhaite injecter depuis mes vues du JS ou du CSS, je pourrais le faire simplement. Voilà. Donc je vous le copie-colle parce qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant à ce niveau-là. Et du coup, si je réactualise ma page, j'ai cette page comme ceci. Et d'ailleurs, je me dis, bon, le container fluid, c'est pas forcément une très bonne idée. On préfère quand c'est quand même bien centré. Donc je vais utiliser un générateur pour avoir de l'HTML. On va prendre Filerama. C'est le premier truc qui me vient en tête. Et on va prendre cet HTML. On va prendre juste cette partie-là. Voilà. J'essaie maintenant de la mettre à cet endroit-là. Je clique sur Envoyer. Et on me dit qu'il y a un petit souci. Effectivement, la méthode qui est utilisée, ce n'est pas la méthode de type post, mais c'est la méthode de type put. C'est une méthode qui n'est pas supportée, donc il faut rajouter un champ caché, un input de type hidden. Et à l'intérieur, on mettra le nom, underscore méthode, et on lui passera la valeur put. Tant qu'on y est, pour éviter l'autre problème qui est le token CSRF, on va lui dire je veux que tu crées le champ pour le token CSRF. Comme ça, on n'aura pas l'erreur de type token mismatch. J'essaie de resoumettre mon formulaire et on me dit bien l'article a été modifié. Par contre, on en conviendra, avoir ce champ comme ça, c'est pas forcément facile à éditer. Donc on a envie de mettre un éditeur visuel. Alors il en existe pas mal. Moi j'ai choisi de me concentrer sur 3 éditeurs en particulier. Hop. Qui sont TinyMCE parce que c'est le plus gros et le plus connu, donc il est lourdasse mais il fonctionne. On a Alloy qui est, hop, c'est pas terrible. What you see is what you get. Qui est un éditeur qui est basé sur CK Editor mais qui a l'avantage d'avoir une fenêtre flottante qui est plus facile à utiliser selon moi. Alors hop, ça fonctionne comme ça, voilà, vous pouvez mettre du texte en gras, vous pouvez rajouter des images, prendre des photos, donc c'est plus pratique à utiliser et ça s'intègre mieux dans un design, je trouve, qu'un gros texte area. Et ensuite, vous avez Thumbowig qui est créé par AlexD et qui est un petit peu plus simple lui aussi et qui a aussi la possibilité de gérer l'upload d'images. Donc l'idée, c'est de vous montrer que le code que l'on a écrit pour l'upload d'images est indépendant. On peut maintenant créer n'importe quoi niveau front-end, utiliser n'importe lequel de ces éditeurs et arriver à faire fonctionner notre système. Donc on va commencer par TinyMCE. Donc je vais cliquer sur Download et on va prendre la version Cloud, tout simplement parce que j'ai pas trop envie de me prendre la tête. On va pas la charger dans toute notre application, mais seulement lorsqu'on en a besoin. C'est-à-dire que ici, dans notre edit.blade.php, je vais lui dire, je vais créer une nouvelle section qui va s'appeler JS, et dans cette section, je vais charger ce script-là. Ensuite, je vais pouvoir charger un nouveau script qui va me permettre de charger l'éditeur. Donc ce script-là, on va l'appeler /js/editor.js. Et du coup, il faut le créer. Donc dans mon dossier public, dans mon dossier JS, je vais créer un nouveau fichier editor.js. Je ne vais pas utiliser de préprocesseur ici. Le but, c'est de vous montrer vraiment l'utilisation de base. Donc lorsque j'inspecte, si je réactualise, mon JS va être chargé et j'ai maintenant accès à une nouvelle variable qui est TinyMCE. Donc hop, comme ceci, qui va me permettre de faire appel à TinyMCE. Pour vérifier qu'il est bien chargé, parce qu'on utilisera ce code pour plusieurs choses, je vais lui mettre une condition. Si window.tinymce existe, dans ce cas-là, on utilisera l'éditeur TinyMCE. Donc il fonctionne très simplement, on fait tinymce.init et on lui passe en paramètres différentes choses. On lui passe le sélecteur. Nous, le sélecteur, ça sera editor. Parce qu'on avait dit que le textara s'appelait comme ça. Rien qu'en faisant ça, maintenant, pouf, si je réactualise, je vois que j'ai un éditeur. J'ai un petit message d'erreur parce que j'utilise le cloud sans API. Vu que c'est pour la démonstration, ça suffit amplement.
Maintenant, j'ai envie que les utilisateurs puissent uploader des images. Donc lorsque je vais dans le dossier téléchargement, si je glisse une image, pouf, elle s'ouvre directement. Moi, j'ai envie d'avoir un système de drag and drop. Donc il y a plusieurs configurations à mettre en place. Donc d'abord, au niveau des plugins, on doit activer le plugin image et le plugin copier-coller. Et ensuite, on précise qu'on veut que lorsque l'on copie les images, hop, on les envoie. Donc on mettra un past image data à true et on mettra un automatique underscore uploads à true aussi. Et ensuite, il faut lui dire comment traiter les images qui sont uploadées. Donc là, soit on peut lui donner simplement une URL, soit on peut carrément créer notre processus. Donc nous, le souci, c'est qu'on doit lui envoyer des paramètres supplémentaires, des choses comme ça. Donc mieux vaut utiliser la propriété image underscore upload underscore handler. Donc ça va être une fonction qui prendra plusieurs paramètres. D'abord le blob info, qui sera le fichier qui sera uploadé. Donc là, on va l'appeler juste blob ou blob info. Ensuite, la méthode de success et la méthode de failure. Donc globalement, on va faire ici le traitement que l'on souhaite, indépendant de TinyMCE, et on renverra success suivi de l'URL de notre image. Si on a une erreur, on renverra failure et on lui passera en paramètre une chaîne de caractères contenant l'erreur. Voilà. J'essaie de réactualiser la page. J'essaie maintenant de redéplacer une petite image. Et automatiquement, ça crée cette petite image qui n'existe pas, forcément, parce que je lui ai demandé de faire ça. Du coup, ici, il faut que je fasse de l'Ajax pour envoyer le fichier. Alors pareil, pour pas trop m'embêter, au niveau de l'Ajax, j'aime bien utiliser Axios. C'est une petite librairie qui fait 4 kg, donc c'est très très léger, qui évite d'avoir à s'embêter avec l'objet XHR et qui a une API relativement simple. Donc l'avantage ici, c'est qu'on peut aussi l'utiliser depuis le CDN. Voilà, personnellement j'ai l'habitude d'utiliser cette librairie et du coup je trouve ça plus simple. Donc je vais la charger juste avant mon éditeur et on est parti. Donc à cet endroit-là, je vais pouvoir faire ma requête Ajax. Donc je vais lui dire, je vais créer une nouvelle variable data qui sera un form data. À l'intérieur, je vais donc te transmettre différentes informations. Donc d'abord le attachable underscore ID, qui sera l'ID de l'élément auquel on veut rattacher. Nous ici c'est 1, mais il nous faudra une manière de le détecter automatiquement. Donc ce que je vais faire, c'est que dans mon edit.blade.php, je vais rajouter des attributs. Je vais dire sur ce champ-là, on va avoir un attachable ID qui sera égal à l'ID de l'article. Donc ici, ça sera post ID. D'ailleurs, on va plutôt mettre ID, on n'a pas besoin de s'embêter avec tout ça. Le data-type, ça sera le nom de la classe qui correspond. Donc là, je peux faire un get underscore class et je prends en paramètre l'article. Et enfin, je vais lui passer l'URL à appeler, histoire d'avoir quelque chose de vraiment dynamique. Et l'URL, ça sera la route vers attachments.store. Voilà. Donc là, j'ai comme ça tous les paramètres qui sont directement sur mon textarea. Si je réactualise la page et que j'affiche le code source, au niveau de ma partie textarea, j'ai mon data ID, j'ai mon data type et mon data URL. Maintenant, je peux récupérer ces propriétés directement au niveau de mon JavaScript. Donc, je vais créer une nouvelle variable qui va s'appeler element ou textarea. Et dans cette variable-là, je ferai un coup de document.querySelector et je récupère l'élément qui a l'ID editor. Ici, le attachable ID, ça sera donc mon textarea. Je récupère les datasets, donc c'est l'ensemble des attributs qui commencent par data, et je récupère l'ID. Si je veux le type, c'est très simple, il me suffit de lui dire je veux récupérer l'ID type. Je dois aussi lui envoyer le fichier, donc là c'était un champ qui s'appelle image. Donc je lui passe en premier paramètre le blob info et je récupère les informations, donc le blob. Et je récupère le file name, donc ça sera blobinfo.filename. Donc ça c'est TinyMCE qui me renvoie ça. Là j'ai maintenant mes formes data que je vais pouvoir transmettre en Ajax. Et c'est là que Axios intervient, je fais Axios, je lui dis qu'il doit poster. L'URL c'est l.dataset.url, donc ça sera /attachments en l'occurrence, et je lui passe en second paramètre les data, donc ce form data. Axios utilise un système de promesses, donc je peux lui dire lorsque la requête a bien réussi, je veux que tu lances cette fonction qui prendra en paramètre le résultat. Lorsque la requête échoue, donc tu captures l'échec,
je récupère une fonction qui récupérera l'erreur. Et pour voir un petit peu ce qui se passe, dans ces deux fonctions, je vais mettre un simple debugger, histoire de mettre des points d'arrêt au niveau de mon navigateur. Donc maintenant, je réactualise mon navigateur, je laisse la console ouverte et je m'apprête au niveau de l'onglet réseau à regarder ce qui se passe en XHR. Je prends un de mes fichiers et je les dépose. Et directement, je tombe sur une erreur, il me dit L is not defined. Oui, effectivement, vous avez dû sauter ici, c'est pas c'est textarea.dataset. C'est vrai que j'ai l'habitude de toujours appeler mes éléments L et du coup, je m'y perds un peu. Donc c'est pas grave, on refait un essai. Je réupload mon fichier. Je vois que ça s'arrête bien ici, ça s'arrête dans la fonction de success, et dans le network, j'ai bien mon résultat. Donc si je reviens dans mon côté source, dans cette fonction, res contient différentes informations. Et dans res, j'ai les données dans data. Et je peux récupérer notamment l'URL. Donc lorsque j'ai fini de récupérer les informations, je fais un coup de res.data.url. Et ça, je vais le transmettre à TinyMCE grâce à la méthode success. Si maintenant j'essaie d'envoyer un fichier qui est peut-être un petit peu lourd, on voit que je tombe sur cette erreur-là, et au niveau de ma réponse, dans R, j'ai la réponse, et dans la réponse, j'ai une erreur au niveau de l'image, et on me dit The image failed to be uploaded. Failed to upload. Donc là, si je veux récupérer l'erreur, il faut que je fasse error.response.data.image, et je récupère la première clé. Ou je peux simplement renvoyer le message d'erreur à travers message ou à travers statut texte. Là, c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez faire. On va pas s'embêter parce qu'on n'est pas censé avoir des erreurs, entre guillemets. Donc là, on retournera simplement un failure et on lui renverra le statut texte. Donc c'était, d'ailleurs, c'était sur response ou on l'avait sur un... Ah, c'était sur r.response. C'est r.response.statut texte. Donc je laisse le script continuer. Hop. Je réactualise la page, j'essaie d'uploader ma grosse image, et on me dit Fail to upload image. Par contre, l'image reste uploadée. En fait, c'est dû au fait que TinyMCE, par défaut, lui, l'image, il va la générer quand même. Et ça va être un système de blob qui fait que lorsque l'on va envoyer l'image, il va envoyer toutes les informations et ça va être super méga lourd. Malheureusement, j'ai pas trouvé de solution tip top à ce niveau-là. La solution alternative que vous pouvez avoir, c'est de mettre un message d'erreur directement en faisant une alerte, par exemple. Response, statut. C'était statut texte. Et après, vous faites un success et vous lui envoyez une URL bidon, par exemple. Hop. Ou une URL qui dit il y a un problème. C'est un petit peu acquis, mais pour le coup, j'ai pas forcément plongé trop dans la documentation pour vous donner une solution alternative pour le moment. Et là, hop, si j'essaie de mettre cette image-là, on me dit il y a un problème, et lorsque je regarde l'image qui est générée, c'est simplement cette URL-là. Ce qui permet du coup de résoudre ce problème-là. Lorsque je vais envoyer, ça ne va sauvegarder que cette petite image. Si j'essaie de revenir et que maintenant je réupload mon image qui fonctionne correctement, donc par exemple, on va prendre une image un petit peu plus petite, celle-ci, je la mets à cet endroit-là, je peux choisir de l'aligner correctement, et ça fonctionne super bien. Donc voilà pour la partie TinyMCE. Maintenant, on va voir Trumbowig. Et histoire de vous permettre de garder le code en mémoire, ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de mon poste contrôleur, je vais lui passer un paramètre qui sera l'éditeur à utiliser. Donc, par exemple, ici, c'est TinyMCE. Si je vais dans le edit.blade.php, je vais entourer ma section JS ici, donc d'un if, et je vais lui dire si l'éditeur c'est TinyMCE. Dans ce cas-là, je veux que tu fasses ça, un if. L'avantage, c'est que comme ça, vous pourrez avoir le code des différents éditeurs. Si je réactualise, pouf, ça me laisse ici TinyMCE. Si j'ai envie de passer à Trumbowig, je fais ici Trumbowig. Pour l'instant, on n'a rien fait, donc forcément, je vais me retrouver avec le texte area de base. Du coup, il faut maintenant que je l'implémente. Donc, Trumbowig, c'était à cet endroit-là. Je commence par télécharger. Donc là, il n'y a pas de CDN. Je prends directement le dossier dist et je vais déplacer ce dossier dist dans un dossier particulier de mon système. Donc là, ça va être dans le dossier public. On va imaginer dans mon dossier JS, je vais créer un nouveau dossier, vendor. Ou allez, donc directement Trumbowig, je ne vais pas m'embêter. Et à l'intérieur, je vais y déplacer les différents fichiers de distribution.
Donc au niveau de mon edit.blade.php, je vais rajouter une condition. Donc ça sera else if. Donc si l'éditeur est égal à Trumbowig. Dans ce cas-là, je rajoute différents JS. Donc les JS que l'on va rajouter, ça va être un poil plus simple pour le coup, parce qu'on ne va pas avoir besoin d'Axios. Donc ça, je peux l'enlever et on va charger donc dans le dossier JS le fichier trumbowig.min.js. Ça va être js/trumbowig/trumbowig.min.js. Je vais aussi rajouter un autre fichier qui est le plugin pour l'upload d'images. Donc dans le dossier plugin, on a un dossier image. Si je le retrouve. Alors c'est pas image, mais c'est uploads. Et ensuite on a ce fichier là. Donc ici on prend ce chemin là. Donc ça sera le même chemin, sauf que ça sera /plugins/upload. Et le nom du fichier c'était, on va prendre la version minifiée. Et j'ai aussi besoin de rajouter par contre le CSS, sinon notre éditeur ne va ressembler à rien. Donc je rajoute dans la partie head. Un lien vers, donc ça sera /JS. Bon, pour le coup, c'est le JS sera dans le dossier JS, c'est pas grave. Le CSS sera dans le dossier JS. Et après, il faut aller dans le dossier UI et prendre trumbowig.min.css. Ensuite, au niveau de mon editor.js, je peux l'utiliser. Donc, je vais lui dire, je vais récupérer l'élément qui a l'ID editor et je vais charger Trumbowig. Et je te mets aucune configuration pour le moment, histoire de vérifier si déjà ça fonctionne correctement. J'inspecte et effectivement mon éditeur visuel apparaît. Pour vérifier que cet éditeur est là, vous pouvez l'entourer d'une condition et on va lui dire par exemple je m'attends à ce que sur cet éditeur on ait une clé Trumbowig. Si on n'a pas de clé Trumbowig, ça veut dire que l'éditeur n'est pas chargé et du coup je ne fais pas le reste. Donc dans la configuration, on va lui dire qu'on veut utiliser le plugin upload. Donc on fait plugins, et dans les plugins, on va utiliser le plugin upload. Et on va rajouter de la configuration dessus, parce qu'évidemment, on a encore une fois un cas un petit peu particulier. Donc on doit d'abord lui passer le serveur path. Donc le serveur path, ça sera comme on l'a fait tout à l'heure, on part du text area, on récupère les datasets et on lui passe l'URL. Ensuite, on doit lui préciser le fichier qui va être uploadé, dans quelle clé on va le mettre. On va le mettre dans la clé image. Ensuite, on va lui dire sur ce que tu récupéreras, donc c'est-à-dire lorsque mon serveur va répondre, je veux que tu récupères la propriété URL. C'est cette propriété qui contiendra l'URL du fichier. Donc on n'aura pas à faire ici de l'Ajax, c'est directement l'éditeur qui le gérera. Alors après il est un petit peu chiant, il demande un statut property name. Donc globalement c'est le statut qui va être renvoyé. Nous ici on va lui dire bon allez utilise l'ID, on s'en fiche, c'est pas quelque chose que l'on utilisera dans tous les cas. Et ensuite on peut lui passer des données supplémentaires à envoyer. Nous on veut lui envoyer par exemple le attachable underscore type et ça sera comme valeur textarea.dataset.type et on lui enverra aussi l'ID de la même manière. Donc ça sera attachable underscore ID et ça fonctionnera comme ceci. Pour que ce plugin soit fonctionnel, il faut le rajouter dans la liste des boutons. Donc dans les boutons, hop, je vais lui dire je veux que tu aies un bouton qui va s'appeler upload. Par contre, hop, attention, le bouton il se précise directement là, c'est pas directement au niveau des plugins. Si maintenant je réactualise, je vois que j'ai plus que ce bouton là. Donc vous pouvez après vous inspirer de la démo, hein, ça donnerait plutôt quelque chose. En vrai, vous n'allez pas mettre qu'un seul bouton, c'est un peu tristouné sinon. Mais voilà, ça ressemble à quelque chose comme ça. Donc là, c'est plusieurs boutons et dedans je le upload. D'ailleurs, le view HTML, je m'en fiche. Si je réactualise, ça me donne ces différents boutons et j'ai un bouton ici pour uploader. Je peux choisir un fichier, je vais choisir cette image là, je clique sur confirmer. Et je tombe sur une erreur. Je tombe sur une erreur 500. Effectivement, on me dit ici token mismatch. Alors c'est bizarre, on peut se dire pourquoi tu ne l'as pas eu tout à l'heure avec le TinyMCE. En fait, par défaut, Axios renvoie les cookies. Et du coup, on n'a pas eu ce souci parce que Laravel gère ça automatiquement. Dans la partie cookie, vous voyez que j'ai un cookie XSRF token qui est géré automatiquement. Dans le cas de Trumbowig, c'est pas retransmis automatiquement. Donc on peut lui dire de rajouter des headers supplémentaires et on va rajouter un header qui contient le token CSRF. Donc au niveau de ma vue, et ça c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire et que je vous conseille de faire aussi, je vais rajouter une méta qui contiendra le token CSRF.
D'ailleurs, je l'ai déjà fait. Donc en fait, je rajoute une méta qui a le nom CSRF-token et je lui passe le token CSRF. L'avantage, c'est qu'ensuite, je peux récupérer ça en JavaScript. Donc je peux lui dire ici, je veux que tu rajoutes des headers supplémentaires. Le header va s'appeler x-csrf-token. Et là, je récupérerai donc la méta qui a comme nom csrf-token. Voilà. Et je récupère sur cette méta le contenu. Et c'est tout ce que j'ai à faire. Si maintenant j'essaie de réactualiser ma page, j'essaie de réuploader une nouvelle image, je vais choisir une image, celle-ci, je clique sur confirmer et cette fois-ci je vois que la requête à Ajax a bien été effectuée et j'ai bien mon image qui a été rajoutée au niveau de l'article. Si j'essaie en revanche d'uploader quelque chose qui n'est pas une image, par exemple un nouveau fichier texte, donc là, je vais forcer tous les fichiers et je vais uploader un fichier texte. Je clique sur confirmer, j'ai effectivement une erreur et elle a été renvoyée. Impeccable. Dernier éditeur qui nous reste à voir, Alloy Editor. Donc Alloy Editor, c'est un éditeur un petit peu différent des deux autres. Il est basé sur CK Editor. Donc ce que l'on va faire derrière, c'est plus du CK Editor que du Alloy, mais c'était pour vous montrer avec quelque chose qui change un petit peu. Donc de la même manière que tout à l'heure, dans mon contrôleur, je vais dire, je ne veux plus utiliser Tumbleweed, mais Alloy. Maintenant, mon éditeur repasse en normal. Donc je vais revenir sur la page d'accueil, je vais cliquer sur Download et je vais télécharger automatiquement les différents fichiers. Et je vais les déplacer, comme je l'ai fait pour Tumbleweed pour le coup, dans mon dossier public. Donc dans mon dossier, hop, je remonte, c'était ici, je vais déplacer Alloy Editor et je vais le renommer Alloy pour que ça soit plus simple à appeler. Donc dans mon edit.blade.php, je vais rajouter un peu ce que j'ai fait ici. Donc je vais recopier la même condition. Alors hop, on va essayer de ne pas trop mélanger. Voilà, ça on met une petite tabulation et on enlève un div de trop. Donc au niveau JS, je vais charger Alloy et ensuite c'est dans le dossier. Alors je ne me souviens jamais de l'architecture, je suis désolé. On a un dossier Assets et dans le dossier Assets, on a différents CSS, ok. Et pour la partie JS, ça se situe directement à la racine. Donc là, on va prendre Alloy et on va prendre tout. Alloy-editor-all. Voilà. Bon, pour le coup, c'est un gros JS, mais si après vous voulez faire des versions un petit peu plus simples, vous prenez la version un petit peu plus simple. Je vais aussi avoir besoin d'Axios, parce que contrairement à Tumbleweed, par exemple, il ne nous fait pas l'Ajax. Ça va être le même principe que tout à l'heure. Il faudra le faire à la main. Et ensuite, je charge mon éditeur. Plus bas, j'ai besoin de charger le CSS. Donc le CSS va se situer dans le dossier Alloy. Et ensuite, ça va être dans le dossier Assets. Et vous pouvez choisir différents thèmes. Donc nous, on va prendre... Et pour le coup, on va prendre... Donc c'est dans les skins. Non, c'est pas dans les skins. C'est dans les Assets. On va prendre Atlas. Qui est un truc noir assez neutre. C'est pas mal. Vous pouvez les essayer. Il vous suffit juste d'intervertir ce fichier CSS. Et automatiquement, ça changera. Donc Alloy, comme je vous l'ai dit, était basé sur CK Editor. Donc si vous inspectez après avoir chargé ces différents fichiers, vous devriez avoir une variable globale CK Editor. Alors, ce qui n'est pas mon cas ici. Alors pourquoi? Ici c'est Alloy. Donc je réactualise, je retente CK Editor et j'ai bien cette constante. Donc maintenant, je peux mettre au niveau de mon editor.js une nouvelle condition en lui disant si CK Editor est défini. Dans ce cas-là, on va faire ce code-là. Donc on doit créer une nouvelle instance en faisant editor égale alloy editor point editable et en lui passant en paramètre l'élément. Nous, l'élément, c'est le texte area. Rien qu'en faisant ça, encore une fois, pouf, ça transforme notre système en système d'édition visuelle. Donc dès que je double-clique, ça m'affiche ça. Et si je veux rajouter des contenus, il me suffit de cliquer sur le plus ici. Je peux rajouter des tableaux, plein de choses. Voilà, c'est un éditeur un petit peu différent, mais moi je trouve ça sympa. Après, on va avoir besoin de le personnaliser un petit peu plus. Par défaut, il supporte le drag and drop de fichiers. Si je prends une image au niveau de mon dossier téléchargement et que je la déplace, pouf, elle se déplace. L'inconvénient, c'est que par défaut, il utilise un base64. Et c'est une grosse chaîne, et si vous envoyez ça en base de données, vous êtes sûr que tout pète. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va se greffer dessus. Donc vous pouvez récupérer l'éditeur natif en faisant get native editor. Lorsque vous faites ça, vous allez en fait récupérer la couche CK Editor. Et depuis cette couche-là, vous pouvez écouter un événement qui s'appelle image add. Et cet événement va vous permettre de faire tout plein de choses. Et si vous voulez tester, n'hésitez pas vraiment à mettre des buggers. Vous réactualisez, vous déplacez une petite image, pouf.
Et après, vous avez le debugger qui s'enclenche et vous pouvez inspecter les différentes variables. Donc vous voyez par exemple que dans Event, on a une méthode cancel qui permet d'annuler l'événement, on a data qui permet de récupérer différentes choses, dont l'élément et le fichier. Ça va être très très pratique. Et après, l'éditeur, vous pouvez faire plein de choses. Donc là, on va le laisser continuer. Pour le coup, ça va être exactement ce que l'on a écrit plus haut pour TinyMCE. Donc je vais reprendre la partie, toute cette partie-là, parce que c'est pas bien différent. Globalement, on crée un nouveau form data. Je lui passe le attachable ID et l'attachable type. Ensuite, je te passe le fichier. Donc là, j'ai directement le fichier, ce qui est plutôt pratique. J'ai juste à faire event.data.file. Et après, je poste l'URL et les données. Lorsque ça échoue, je dois faire quelque chose. Et lorsque ça réussit, je dois faire quelque chose. Lorsque ça échoue, je t'affiche l'erreur. Et ensuite, je dois supprimer l'image. Donc pour supprimer l'image, c'est plutôt simple. Vous pouvez faire event.data. Et sur data, vous pouvez récupérer l'élément jQuery. Donc c'est un peu dégueulasse, mais c'est comme ça. Et vous faites la méthode remove. Comme ça, ça supprime l'image. Donc là, je vous le donne directement parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. C'est juste, j'ai inspecté jusqu'à trouver l'élément sur lequel je pouvais taper pour supprimer l'image. Si ça marche correctement, je peux récupérer de la même manière l'image. Mais plutôt que de la remove, je lui change l'attribut src. Et l'attribut src, je le récupère en faisant la réponse.data.url. Et c'est tout ce que j'ai à faire. Si je réactualise, hop, et que j'essaie d'uploader une petite image, pouf, automatiquement, lorsque je l'inspecte, je n'ai pas une image format base64, mais j'ai bien mon image qui a été uploadée. Et du coup, après, je peux choisir de l'aligner, je peux faire ce que je veux, et ça fonctionne correctement. Donc vous voyez, l'avantage d'avoir testé les choses en amont, c'est que maintenant c'est super simple. On sait que notre système d'attachment fonctionne, et du coup, on a juste à brancher notre partie JavaScript. Dernière petite chose, c'est de gérer maintenant certains problèmes, notamment le fait que les images ne sont jamais supprimées. Si je regarde ma base de données maintenant, avec tous les essais que j'ai faits, vous le devinez, au niveau de ma partie attachment, je vais me retrouver avec des tonnes et des tonnes de résultats. Donc si je mets la base de données tuto, c'est route, voilà, rapidement, là je fais directement depuis mon IDE, mais vous pouvez utiliser phpMyAdmin, adminer, peu importe. Voilà, je vois que j'ai tous ces attachments là. Et ça, évidemment, ce n'est pas une bonne chose, il faudrait que je les supprime. Que je les supprime automatiquement. Et c'est là que les derniers tests rentrent en jeu. Donc on va revenir sur notre configuration de base, hop, attachment. Test.php. Donc on doit tester qu'un fichier est supprimé lorsque on supprime un attachment. Alors basiquement, ça veut dire que j'appelle mon contrôleur, donc je fais un response égale this call controller. Je vais donc me retrouver avec l'attachment. Basiquement, je peux reprendre ça en fait. Hop. Ensuite, je vais essayer de supprimer l'attachment. Je fais un attachment, find. Je récupère l'attachment qui correspond. Donc ça sera l'ID. Et ensuite, je le delete. Et je m'attends à ce que le fichier qui était ici n'existe plus. Donc ici, ça sera assert not file exist. Ou assert file not exist. Je ne sais plus. Donc on va mettre assert file not exist. D'ailleurs, je me dis que l'URL là, c'est un peu chiant. Si jamais plus tard je me décide de le changer, ça peut être embêtant. Donc je vais refactorer ce code là. Et ici, hop, on va l'appeler public function get file for attachment. Je lui passe en paramètre un attachment. Ou ça peut être un objet, ça peut être un tableau simple. Alors je vais le passer comme ça. Et je lui dirai, voilà ce que tu dois retourner. Maintenant, partout où j'ai utilisé ça, je peux lui dire, je fais un this get file attachment, hop, et je lui passe l'attachment. Voilà, hop. Ce qui me permet d'avoir un code qui est un petit peu plus court au niveau de mes tests. Il faut toujours penser ça. Il faut que quand quelqu'un lise vos tests, ça soit super, super simple à récupérer. Enfin, à comprendre. Voilà, et voilà. Je relance un coup de PHP Unit. Et ce test échoue. Effectivement, le fichier devrait ne pas exister et continue d'exister. Donc, du coup, il me faut mettre en place ce système d'événements. Donc là, je vais pouvoir le faire, par exemple, lorsque le modèle boot. Donc on va faire un public static function boot. Donc lorsque le modèle boot, je vais lui dire
je vais appeler la méthode parent, ça c'est systématique, et ensuite je vais lui dire lorsqu'un modèle est supprimé, donc ça sera la méthode deleted, je te passerai en paramètre un callback qui prendra en paramètre l'attachment en question et qui devra donc faire la suppression. Donc là on imagine créer une méthode delete file. Et on va du coup créer cette méthode là. On va l'appeler public function delete file. Ça part du storage, c'est un petit peu comme le getURL attribute. Donc on part du storage, on récupère le disque public, parce qu'on c'est toujours sur ce disque que l'on upload, et on lui dit je veux que tu supprimes le fichier qui correspond à uploads / le nom du fichier, this name. C'est censé corriger mon petit problème, donc je refais un coup de PHP unit et ça fonctionne. Test numéro 2. Alors maintenant on veut tester que lorsqu'on supprime un article, ça supprime bien les fichiers attachés. Alors du coup on repart toujours du même principe, on fait un response égale this call controller et on va refaire toujours le même code, hop, comme ceci. Sauf que là on ne supprime pas l'enregistrement en particulier, on supprime l'article. Donc on prend le premier article, vu qu'il n'y en a qu'un seul de toute façon c'est plutôt simple, et on le delete. Donc on fait first et on le delete. Et on s'attend à ce que le fichier n'existe plus. De la même manière, je vais aussi créer d'autres attachments, histoire de vérifier qu'il ne supprime pas comme un gros bourrin. Donc ici, je vais lui dire, je vais créer un attachment qui a juste le nom demo.jpg. Et là, je vais un petit peu m'embêter. Donc je peux utiliser le système de factory. Donc dans modèle factory, je vais lui dire, hop, je veux que tu crées une factory pour, donc mon modèle c'est attachment, et ça prendra une fonction qui prendra le générateur de faker. Dans cette fonction, je lui dis, je dois retourner le name, donc le name ça sera faker name, suivi de .jpg, histoire de faire semblant que ce soit un fichier JPEG systématiquement. Je lui passe le attachable underscore id. Donc, ici, je veux que tu génères un nombre aléatoire qui ne soit pas nul. Et ensuite, attachable underscore type. Ben, je te mettrai une simple chaîne de caractères. Pour le coup, ça n'a pas vraiment d'importance, on s'en fiche, vu que ça va être lié à des choses qui n'existent pas. Voilà. L'avantage, c'est que comme ça, je peux lui dire, ben, je veux que tu crées factory pour attachment. Et d'ailleurs, voilà, on va en créer 3. Donc lorsque tu crées l'enregistrement, je m'attends à ce qu'il y en ait 4 du coup. Donc on fera un assert equals. Je m'attends à en avoir 4 lorsque je fais un attachment de point count. Et lorsque tu as fini, c'est-à-dire lorsque tu as supprimé l'article, je m'attends à ce que dans le compteur, tu en aies plus que 3. Voilà, c'est un test un petit peu plus compliqué, mais si je le relance, ça me sort une petite erreur. Effectivement, le fichier n'a pas disparu. Donc du coup, il faut que je greffe ce comportement au niveau de mon modèle post. Donc dans mon modèle post, il va falloir lui dire dès que tu supprimes, tu dois faire quelque chose. Donc là, ça veut dire que je dois appliquer plusieurs comportements liés au système d'attachments. Donc le plus simple ici, c'est d'aller créer un trait. Du coup, je vais aller créer un nouveau dossier concerns et dedans, je vais créer un fichier attachable concern.php. Donc ce fichier se situera donc dans le namespace app anti/concerns et ça ne sera pas une classe, attention, mais ça sera un trait que je vais appeler attachable concern. Dans ce trait-là, je vais simplement déporter la partie attachments pour l'instant. Au niveau de mon modèle post, j'ai juste à lui dire maintenant, je veux que tu utilises ce concern-là. Donc je fais use attachable concern. Je vais réessayer mes tests unitaires pour voir si ça casse différentes choses. Pour l'instant, non. Impeccable. Donc dans mon attachable concern, je vais lui dire lorsque tu boot, donc public function. Alors, attention ici, ça sera statique, function. La fonction boot, ça sera pas simplement boot, mais boot suivi du nom du trait. Boot attachable concern. Et à l'intérieur, je peux faire différentes choses. Donc par exemple, détecter lorsqu'un modèle est supprimé. Ben, je veux que tu supprimes tous les enfants. Donc on fait
ça sera une closure, ça prendra en paramètre le sujet, parce que je ne sais pas à l'avance si c'est un article ou autre, et dans ce cas-là, je veux que tu prennes tous les attachments qui sont liés à cet article-là et que tu supprimes, et que tu les supprimes. Donc on peut faire un coup de subject, attachments, delete. Donc ça fera une requête qui les supprimera tous. J'essaie de faire un coup de PHP unit, et on me dit, il y a un problème, je ne trouve pas attachments. Effectivement, il faut que du coup j'importe la classe à cet endroit-là. Et du coup, je n'ai plus besoin de l'importer ici. Bon, il l'a supprimé, donc impeccable. Je relance un coup de PHP unit, et on me dit toujours que le fichier échoue. C'est bizarre. Si je modifie mon test, et que je supprime cette ligne-là, ou que je la commente temporairement, mon test se met à fonctionner. Ça veut dire que la suppression a bien lieu, mais pourtant les images ne sont pas supprimées. Alors ça c'est tout à fait normal parce que lorsque vous faites un delete sur une collection, lui il va faire un delete sur MySQL en mettant la condition. Il ne va pas appliquer la méthode delete sur chacun des enregistrements. Et du coup, dans votre cas, c'est pas une bonne chose. Donc nous, ici, on doit faire la requête, récupérer les différents enregistrements et supprimer manuellement. Donc ici, on va faire un coup de for each, subject, on récupère tous les attachments, et pour chacun, on fait un coup de attachment, delete file, on supprime les fichiers manuellement. Ce que l'on pourrait faire aussi, c'est directement lui dire de delete un par un. Mais au niveau du SQL, c'est plus long. Donc on préfère, personnellement, je préfère faire ça. Ici, pourquoi je ne fais pas attachments ? On pourrait, franchement, mais je préfère faire ça pour être sûr qu'il refasse la requête SQL. Si jamais il y a eu des changements, je suis sûr d'avoir les derniers enregistrements à cet endroit-là. Je relance un coup de terminal et ce test se remet à fonctionner. Impeccable. Maintenant, le dernier petit test, qui est le test le plus compliqué, entre guillemets, c'est que lorsque je supprime le contenu, si par exemple je fais ça et que je sauvegarde, ce que j'aimerais bien faire, c'est ne sauvegarder et ne garder que cette image-là. Les autres images, elles sont toujours gardées en mémoire, ce qui est logique, mais je n'en ai plus besoin. Ça sert à rien de conserver des tonnes et des tonnes de fichiers. On le sait tous, les administrateurs ont tendance à changer les contenus assez souvent, et du coup, c'est embêtant. Donc il faut détecter lorsque le contenu d'un article est modifié. Lorsque le contenu d'un article est modifié, il faut supprimer les images. Donc encore une fois, on part toujours de la même structure. J'appelle le contrôleur, ce qui va avoir pour effet de créer l'attachment. Je crée 3 images juste pour tester. J'asserte le file existe. Ça, j'ai même plus besoin de le tester. Hop. Je sais que ça fonctionnait dans les méthodes précédentes. Bon, après, c'est juste une petite sécurité. Là, je vais garder mon article. Par contre, je vais le sauvegarder dans une variable. Donc ici, on va faire $post égale post:2.2.first. Ensuite, je me dis, tiens, je changerai bien le contenu. Et le contenu, je vais mettre une image, et au niveau du src, à cet endroit-là, alors hop, là, il faut un petit peu échapper, je vais mettre l'URL de l'image. Donc l'URL de l'image, c'est attachment URL, comme ceci. Et on imagine avoir d'autres textes, blablabla. Je sauvegarde mon article, et normalement, il n'y a pas de souci. Je devrais toujours avoir 4 images. Ensuite, je remodifie mon article. Je modifie le contenu et je le passe en vide. Je le re-sauvegarde, donc je fais un post save. Et par contre maintenant, je m'attends à avoir 3 enregistrements, que le fichier n'existe plus et tout devrait fonctionner. Je fais un coup de PHP unit, ça échoue, normal, le fichier existe toujours. Je vais même inverser, je vais d'abord vérifier les 3. Et le problème aussi, c'est que je vais avoir 4 enregistrements au lieu de 3. Du coup, au niveau de mon attachable concern, je vais aussi écouter un autre événement qui est lorsque l'enregistrement est mis à jour. Donc lorsqu'on a un updating. Alors là, j'utilise directement un callback. Ça peut paraître un petit peu dégueu. Pourquoi j'utilise pas un observer, vous allez me dire. Alors, je fais ça parce que le code ici, j'ai pas envie de créer 3 tonnes de fichiers. Là, j'ai juste une concern. J'ai très peu de code à y mettre, donc autant le mettre directement ici. Ça sert à rien de séparer en 200 classes si c'est pour avoir 200 classes avec 3 lignes. Ça a vraiment pas de sens. Donc d'abord, il faut que je vérifie est-ce que le contenu a été modifié. Donc là, je prends le subject et je récupère sa propriété content. Et je vais vérifier est-ce qu'elle est différente de subject
get original et je lui demande la propriété originale de content. Donc globalement, je vérifie est-ce que le contenu est différent. Si le contenu est différent, je dois faire la modification. Donc pour l'instant, je mets dd content edited. Je relance un coup de PHP unit et je vois content edited. Ça veut dire que je rentre bien dans cette boucle-là. Donc ce qu'il va me falloir faire, c'est récupérer la liste des images qui sont dans l'article. Donc pour cela, petite expression régulière. On fait un preg match underscore all. Donc l'expression régulière, c'est plutôt simple. On veut un src égal, suivi de guillemets. Et à l'intérieur, on va avoir une chaîne de caractères qui ne contient pas des guillemets. Répété plusieurs fois. Et on va essayer de voir combien de fois on a cette expression dans notre contenu. Donc c'est notre nouveau contenu, c'est subject content. Et on va sauvegarder les correspondances dans une variable matches. Donc si ça c'est supérieur à 0, c'est-à-dire qu'on trouve plusieurs fois cette occurrence-là, ben ça veut dire qu'on a plusieurs images. Et là, j'avance pas à pas, je débug matches. Si on ne trouve aucune fois cette occurrence-là, ça veut dire qu'on doit supprimer tout simplement toutes les images, parce qu'on n'a aucune image qui est associée à cet article-là. Donc là, on va l'appeler attachments égale subject attachments. Voilà, on récupère simplement la requête. Et après, derrière, je ferai le même traitement que celui que j'ai fait ici. Pour l'instant, on va juste vérifier que le DD fonctionne correctement. Donc, je fais un coup de PHP unit et effectivement, je vois ici que j'ai trouvé une correspondance. Alors, je vais entourer cette URL-là parce que moi, il n'y a que cette URL-là qui m'intéresse. Et je relance un coup de PHP unit. Et là, je vois que j'obtiens pour la première parenthèse une correspondance. Donc moi, il me faut en fait la valeur de ce tableau-là. Et j'ai juste besoin du nom du fichier, parce que c'est ce nom du fichier qui va me servir à faire la requête au niveau de la base de données. Et je vais lui dire, je veux que tu supprimes tous les fichiers qui ne sont pas dans cette expression régulière. Alors là, il faut faire un petit coup de array map. On va faire image égale array underscore map. Tu prends en paramètre une fonction qui prend chaque enregistrement, enfin chaque correspondance. Et je te passe en paramètre toutes les correspondances correspondant au pattern numéro 1. Et je vais return un base name du match de la correspondance, ce qui me permet d'avoir un tableau qui contient les différentes images. Si je fais un DD, j'aime bien faire des DD pour comprendre un petit peu si j'ai bien ce que j'attends, je vois que j'ai maintenant un tableau contenant simplement le nom des images. Ben là, j'ai quasiment fait la plupart du taf. Maintenant, si je veux récupérer les attachments, il suffit que je lui dise, je veux récupérer tous les attachments qui correspondent au sujet, comme je l'ai fait un petit peu plus bas. Sauf que je vais rajouter une condition supplémentaire. Je veux que les fichiers images n'aient pas un nom qui corresponde à une de ces images. Tous les fichiers qui ne correspondent pas à ces noms-là, ça veut dire que je dois les supprimer. Maintenant que j'ai cette variable attachments dans les deux cas, je peux faire le même traitement que tout à l'heure. Donc je lui dis, hop, ici, pour chaque attachments, donc j'utilise la méthode gets pour faire la requête SQL et récupérer les enregistrements. Je veux que tu supprimes les fichiers et ensuite je veux que tu prennes le attachments et que tu les supprimes tous. J'essaie de refaire un coup de PHP unit et ça fonctionne correctement. Donc là, vous le voyez pourquoi on a fait les tests unitaires. Ce genre de choses, ce serait très chiant à tester. Il faudrait uploader des fichiers. Tous ces tests qu'on a fait avec des DD, ça aurait été un petit peu pénible. On pourrait même rajouter un test où on teste que le contenu supprime les images if image change. C'est-à-dire que là, on vide en fait les enregistrements. Là, ce que l'on va plutôt faire, c'est prendre une image et lui mettre le nom d'un autre attachment en particulier, quoi. Donc là, on pourrait mettre n'importe quoi. Donc on va faire, hop, et on mettra blablabla, 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 .jpg. Et on devrait obtenir globalement le même résultat. C'est juste, je veux tester un cas où on vide la chaîne, et dans ce cas-là, on tombera, on tombera sur ce second cas.
dans ce second cas, et dans l'autre cas où on en trouve, on tomberait sur celui-là. Donc je veux vérifier les deux. Là, je fais un coup de PHP unit et ça fonctionne correctement. Donc ce système-là est bel et bien vérifié. Alors, un dernier cas qui va vous poser problème, vous allez me dire, ok, t'es bien sympa, mais qu'est-ce qui se passe si je veux créer un nouvel article? Lorsque je vais créer un nouvel article, je vais me rendre sur la page New et je vais me retrouver avec le formulaire. Donc, on va faire quelque chose de plutôt simple. Je vais aller dans le post controller et on va créer cette action-là. Donc, je fais un coup de public, function, new, et je prends en paramètre absolument rien. Et c'est pas new d'ailleurs, c'est create. Et je vais lui retourner la vue qui va s'appeler post.new. Et je te passe en paramètre les différentes choses. Et on va utiliser le même éditeur. Pour que ça fonctionne, il faut que je lui passe un enregistrement. Donc ici, je ferai $post égale new post. Ce post new, je vais aller le créer. Donc je vais me baser sur ce que j'ai fait pour edit.blade.php. Donc je crée un nouveau fichier que j'appelle create.blade.php. Je vais renommer ça juste après. Hop, au niveau de mon post controller, ici, ça sera create. Globalement, c'est le même principe, si ce n'est que la méthode que je vais utiliser, ça ne sera pas une méthode post, mais une méthode put. Et ici, on imagine appeler la méthode store. Et du coup, je lui passerai un paramètre, comme ceci, absolument rien. Je n'ai pas besoin de lui passer de name à cet endroit-là, je fais créer un article. Et ici, du coup, ça sera create. Si j'essaie de réactualiser la page, je vais avoir un problème parce que j'ai mon éditeur ici, mais lorsque je vais essayer d'uploader une image, si j'essaie d'uploader, non pas un fichier PHP, ça va, on va pas aller loin, mais si j'essaie d'uploader une petite image à cet endroit-là, pouf, je tombe sur une erreur. Et lorsque j'appuie sur OK, au passage, on voit bien qu'elle est supprimée. Je tombe sur une erreur parce que forcément, je ne peux pas attacher une image à un article qui n'existe pas encore. Et du coup, on rencontre cette problématique-là. Donc là, la solution que personnellement j'utilise, c'est que je crée un système de brouillon. C'est-à-dire que cet article-là, je le persiste directement. Et je fais, au lieu de faire un post.new, je vais lui demander de récupérer un article qui serait un brouillon. Donc je fais post, draft. Et ensuite, il me suffit juste de retourner, par exemple, la vue d'édition. Vu que cet article est persisté, je peux directement l'utiliser. Et je lui passe en paramètre cet article-là. Alors si j'actualise, forcément, ça va plantouiller à mort parce qu'il faut que je crée cette méthode draft. Donc cette méthode, il faut que je la crée. Donc je vais la créer directement sur post. Hop, hop, hop. Public, static, function, draft. Et je vais lui dire, je dois retourner le premier article. Donc ça sera self, first. Or create, et je veux l'article qui a un name qui est nul. Si j'essaie de réactualiser la page, on me dit il y a un problème, content doesn't have a default value. Du coup, ici, je vais lui préciser les valeurs par défaut. Donc pour le content, on n'aura rien. J'essaie de réactualiser la page et on a un problème de contrainte. Maintenant que je prévois que ce champ name soit nul, il faut que je change ma migration. Donc dans ma create post table, c'était add post table, il faut que je lui dise que le champ name est maintenant un champ nullable. Je fais un coup de rollback. Je refais un coup de migrate. J'essaie de sauvegarder mon nouvel article. Et effectivement, il est nul. Et effectivement, je me retrouve à éditer un article en particulier. Si j'inspecte, je suis en train d'éditer l'article numéro 1. Je vais mettre un contenu. Je vais essayer d'uploader une image. Hop. Je peux mettre du texte, je peux aligner, tout fonctionne correctement parce que cet article existe déjà en base de données. Lorsque je le sauvegarde, il est bien modifié. Si maintenant j'essaie de créer un nouvel article, automatiquement, il crée un nouvel enregistrement tout de suite. Alors, dernier petit truc qui peut peut-être vous gêner, vous vous dites maintenant le souci, c'est que si je me rends sur la page d'accueil, je vais avoir la liste des articles. Et effectivement, vous avez raison, tous les brouillons vont apparaître. Si je vais dans mon post controller et que je retourne simplement public function index et un return de post all. Bon, je fais un truc un peu bourrin, mais là, on se retrouve avec l'article qui a l'ID 1, mais on se retrouve aussi avec l'article qui a l'ID 2 et qui a le champ name à nul. Et ça, c'est pas quelque chose que je veux. Donc, ce que je peux faire, c'est me créer au niveau de mon modèle un scope pour dire, je veux récupérer seulement ceux qui ne sont pas des brouillons. Donc, dans le post.php, je fais un public function scope not draft
ça prendra en paramètre une requête, et je vais lui dire, ça retourne la requête dans laquelle je rajoute un where not nul, et je veux que ce soit le champ name qui ne soit pas nul. Et du coup ensuite, au niveau de mon post controller, j'ai juste à lui dire, je veux tous ceux qui sont pas des drafts, et par contre il faut que je les récupère, et dans ce cas-là je fais un coup de get. Si je réactualise, pouf, je me retrouve maintenant seulement avec les articles qui ne sont pas des drafts. Donc lorsque je récupère ma liste d'articles, il me suffit de lui demander seulement les articles qui n'ont pas un title nul. Donc ça vous permet de résoudre simplement le cas de création d'un nouvel article. Plutôt que de vous embêter à vous contourner le problème, à sauvegarder temporairement les images en mémoire ou je ne sais ce que vous pourriez faire pour remédier à ce problème-là, vous dites j'annule le cas où je me retrouve dans le cas d'une création et je me retrouve systématiquement dans le cas d'une édition. Et dans le cas d'une édition, c'est facile de pouvoir lier des images à un article. Et là, j'ai maintenant cette nouvelle possibilité. Sachant que si plus tard vous voulez mettre un système d'articles qui appartient à un utilisateur, qu'est-ce qu'il va falloir modifier? Il faudra rajouter dans la partie Attachments un champ User ID qui permettra de vérifier qui a uploadé quelle image et vérifier que l'utilisateur ait le droit d'uploader l'image pour cet article en particulier. Et ce que vous allez devoir faire aussi, c'est au niveau de ce système de draft, justement, rajouter une condition. C'est-à-dire là, je veux récupérer celui qui correspond au User ID qui aurait été passé en paramètre. Donc dans votre méthode de draft, vous récupéreriez des choses. Et de la même manière au niveau du scope. Donc l'idée ici c'était de vous montrer la structure de base, d'opposer le principe du BDD, donc créer des tests au fur et à mesure qu'on teste les fonctionnalités pour pouvoir avancer et s'assurer que tout fonctionne correctement. Quelques pistes pour aller plus loin. Donc la première, je viens de vous la donner, c'est la possibilité de mettre en place un système scopé par utilisateur. Donc dans ce cas-là, vous allez devoir changer pas mal de tests. Autre petite chose que vous pouvez changer, c'est la structure des dossiers. Pour pouvoir, là c'est relativement naïf, c'est-à-dire qu'on upload tous les fichiers dans le même dossier, ce qui va très rapidement poser des problèmes. Donc soit vous adoptez une structure à la WordPress, où vous mettez le nom de l'année puis le nom du mois, soit vous groupez par ID d'article. Là c'est à vous de voir un petit peu comment vous voulez faire les choses, mais je vous laisse écrire le code évidemment. Et ce que vous pouvez aussi faire, c'est mettre en place une détection de doublons. C'est-à-dire que si on essaie d'uploader deux fois la même image, il le détecte et il réutilise la même URL pour un même article. En revanche, pour des articles différents, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais voilà, ça vous donne quelques pistes. Il vous suffit d'écrire les tests, de tester les choses et ensuite d'écrire le code qui permet d'implémenter, de faire fonctionner votre test. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis d'y voir plus clair et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!